On va commencer la suite. Je fais venir le professeur Henri Marais. J'ai de la chance parce que je suis tourangelle et c'est le professeur qui a mis en place beaucoup de choses à Tours. Moi, j'ai défendu la gynéco médicale et c'est grâce à lui aussi que les gynécos médicaux ont été recréés à Tours. Mais il va nous parler du docteur Junior. Il faut dire aussi que sa deuxième casquette, il est vice-doyen à la faculté de Tours depuis 2014, je crois, hein. Donc merci. Et tu vas nous expliquer, parce que la secrétaire, par exemple, du Saint-Goff, je lui ai dit qu'il fallait marquer maintenant aussi les docteurs juniors, parce qu'il n'y avait que les internes, et ça avait l'air flou, elle voulait leur faire payer la cotisation comme les docteurs. Alors bon, tu vas nous expliquer. Je pense qu'il faut juste cliquer, ouais, c'est ça. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, donc merci beaucoup effectivement de me permettre de parler un peu de ce nouveau statut. Donc vous savez que les docteurs juniors, c'est quelque chose de récent, hein. Ça a démarré il y a maintenant à peu près 2 ans. On commence à avoir quelques docteurs juniors en gynéco-médical qui ont fait le cursus. En gynéco-obstétrique, pour l'instant, tout le monde n'a pas fait le cursus, hein. Certaines ont démarré, certaines sont en 2e année de docteur junior. Pour vous clarifier la situation, je vous avais mis juste cette petite diapositive. On est dans ce groupement-là, pour cette phase de consolidation, hein, qui survient après la phase socle, qui est commune pour tout le monde, c'est-à-dire qu'elle dure 1 an. Donc ça, c'est valable pour tous les DES, gynécomède ou gynéco-obstétrique, et quel que soit le DES. La phase d'approfondissement dure de 2 ans à 3 ans en fonction du DES. Pour les gynécomèdes, c'est 2 ans. Pour les gynéco-obstétriciens, c'est 3 ans. Et la phase de consolidation, donc pour les DES de gynécomède, c'est 1 an, donc 2 semestres. Et pour les gynéco-obstétriciens, c'est 2 ans et 2 années. Ça n'est pas 4 semestres. Théoriquement, ils doivent faire 1 an, c'est-à-dire 1 an de stage dans un service, 1 an de stage dans un autre service. Dans la pratique, on dérive quand même beaucoup ces 1 an, parce que c'est compliqué, qu'un certain nombre d'internes sont décalés, que certains vont prendre des disponibilités, que quelques-uns font des interchus, par exemple, et que l'interchu n'est pas toujours pour 1 an, on peut l'obtenir pour 6 mois. Et donc, de fait, c'est un petit peu compliqué d'avoir de respecter cette règle de 1 an de docteur junior en stage, dans le même stage. Donc, ce statut de docteur junior concerne donc cette année ou ces 2 années pour nos internes. Et ensuite, ils démarreront leur post-internat comme c'était le cas avant. Alors, ça existe donc depuis 2020. L'objectif de ces docteurs juniors est clairement de mettre en autonomie les dernières années de leur internat. C'est d'essayer de faire une transition finalement entre l'internat et le post-internat. C'est ça l'objectif majeur du docteur junior, c'est de le rendre autonome tout en étant encore interne. Donc pour faire ça, ils ont établi un certain nombre de règles. La première règle importante est qu'ils sont docteurs en médecine, c'est-à-dire qu'ils passent maintenant, tous nos internes, quels qu'ils soient, passent leur thèse, vous le savez, hein, à la fin de leur phase d'approfondissement. Donc au bout de 3 ans pour les gynécomèdes et au bout de 4 ans pour les gynéco-obstétriciens. Donc ça change un tout petit peu la donne, hein. La thèse se passait avant, tout à la fin du cursus, maintenant elle se passe avant. Ce qui permet qu'ils soient docteurs, effectivement, donc à part entière, avec la possibilité d'avoir un numéro RPPS au Conseil de l'Ordre. Ils doivent d'ailleurs s'inscrire au Conseil de l'Ordre, hein, dans les quelques mois qui suivent leur affectation comme docteur junior. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Donc on peut les appeler docteurs. La question, est-ce que ce sont des docteurs? Oui, ce sont des docteurs. Simplement, ils ne sont pas spécialistes. Ils n'ont pas validé leur DES de gynéco-médical ou leur DES de gynéco-obstétrique. Donc voilà, ça c'est donc entre guillemets la première règle, et c'est effectivement le directeur général du CHU d'origine raccroché à la fac qui les nomme docteur junior.
Alors, le maître mot, effectivement, c'est l'autonomie, hein, mais autonomie supervisée. Donc, on voit bien les deux pendants, hein. Il doit devenir autonome, mais il reste encore sous contrôle. Donc, c'est ce statut finalement qui était difficile un peu pour nous à mettre en place. L'interne, c'était clair, jusqu'à son dernier jour d'internat, il était sous la dépendance de son chef. Et puis, le jour où il était chef, il prenait sa propre responsabilité et il signait en son nom et il était responsable en son nom. Donc là, c'est un petit peu différent parce que donc, le docteur junior doit réaliser des actes seul, hein, c'est quand même l'objectif, c'est qu'il soit mis en autonomie. Et on verra que c'est quelque chose qui est plus ou moins facile, hein, et qu'en fonction de ce qu'on va pouvoir lui laisser faire, il y a pas mal de degrés, hein, qui vont être, et une appréciation qui va être différente en fonction évidemment des chefs de service, de l'endroit où on va exercer, mais aussi en fonction de l'interne lui-même, qui se sent en confiance, pas en confiance, qui est extrêmement en avance, entre guillemets, ou déjà très autonome, ou qui ne l'est pas encore du tout, et pour lequel ça peut présenter quelques difficultés. Alors, tant qu'il est à l'hôpital, il est sous la délégation du chef de service, ça c'est clair, c'est assez simple. C'est comme tous les internes, entre guillemets, et même, je dirais presque comme tous les praticiens, on reste toujours sous la houlette de son chef de service. Quand il est à l'extérieur, c'est là où les difficultés, enfin, ce n'est pas vraiment des difficultés, mais où les spécificités peuvent varier. Il est sous dépendance du maître de stage donc du responsable de terrain de stage, on appelle ça, hein, qui est responsable, qui accueille donc dans son service, dans son unité, dans son bloc, dans son cabinet, entre guillemets, l'interne. Et donc, en ce qui concerne les assurances, entre guillemets, j'ai été regarder, hein, sur les sites des assurances, et il est écrit cette petite phrase en bas, hein, que vous voyez en bas, que le contrat que signe, en principe, d'assurance que signe le médecin, prend en charge la responsabilité du stagiaire, et on le considère encore comme stagiaire. Même s'il est docteur en médecine, il reste interne, il reste étudiant en médecine encore, et donc on le considère encore comme stagiaire. Alors il y a un certain nombre de devoirs de part et d'autre, hein, entre ce qu'il faut faire pour l'étudiant, ce qui est nécessaire pour l'étudiant. Donc vous avez compris qu'il devait passer sa thèse et avoir validé évidemment les précédentes années. L'objectif est d'avoir un entretien initial, donc, sur lequel on va élaborer donc, les 6 mois ou l'année qui va passer dans le stage, quel que soit ce stage, donc, pour pouvoir définir avec lui comment ça va se passer. Et on peut élaborer avec l'interne un certain nombre de petites séquences. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure qu'il y a un contrôle qui doit être fait tous les 2 mois la première année. Ça veut dire que théoriquement, il doit y avoir un entretien au bout de 2 mois pour évaluer ce qui s'est passé et voir si on peut passer à une étape suivante. Donc on peut admettre que petit à petit, on va lui laisser faire un petit peu plus de choses au fur et à mesure qu'il va progresser. Jusque-là, c'est très logique et c'est assez... Enfin, je pense que ça ne pose pas beaucoup de problèmes en pratique. Et vous verrez que dans la réalité, je vous ai donné quelques exemples après de ce qui s'est passé chez nous en région centre, sur différents types d'internes en fonction des endroits où ils ont été et leur progression ou ce qui a été essayé d'être mis en place. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais ça veut dire que c'est ce qu'on a essayé de faire au démarrage, sachant que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retour encore ni de recul. Un des objectifs est que cet interne qui donc est mis en autonomie doit toujours avoir la possibilité d'avoir un recours. Ça, c'est quelque chose qui est capital. Il doit toujours y avoir quelqu'un qu'il peut appeler ou disponible même sur place relativement rapidement s'il a un souci. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et on verra, c'est d'autant plus important pour nos spécialités qui sont potentiellement à garde et où, de ce fait, il faut pouvoir réagir relativement rapidement parfois ou avoir des situations qui se gèrent de jour comme de nuit. Et donc, ça va nécessiter la mise en place parfois d'astreintes ou de changements d'astreinte ou de garde en fonction de qui va être, si le docteur junior participe aux gardes, il va falloir mettre en place pour pouvoir sécuriser, entre guillemets, cette garde réalisée par le docteur junior.
Il doit pouvoir rendre compte, donc ça fait partie de ces fameux entretiens hein, où il va rendre compte de tout ce qu'il a fait au fur et à mesure. Et vous verrez que assez facilement, que ce soit en libéral ou que ce soit en service hospitalier, on peut mettre en place assez facilement un débriefing, on va dire, journalier, hebdomadaire, en fonction de ce qui a été fait, de ce qui lui a été confié, et pour évaluer les discussions et les décisions prises par cet interne au fur et à mesure, de manière à ce que, un, il se rassure, deux, que les patientes ne soient pas pénalisées, et trois, que lui aussi progresse au fur et à mesure, puisque c'est encore finalement un étudiant. Donc, le corollaire, c'est ce qui va avec le senior, hein, donc fixer les objectifs, on l'a déjà dit, établir un contrat de formation alors avec le coordonnateur ou pas, en fonction de... C'est sûr que c'est bien d'avoir un lien pour savoir où en est cet interne dans son cursus, ce qu'il sait faire ou ce qu'il ne sait pas faire, mais on n'a pas forcément toujours besoin du coordonnateur. Hein, l'interne et le responsable de stage peuvent tout à fait discuter entre eux. Il doit clairement l'accompagner, il doit faire ce bilan d'étape dont je vous parlais tout à l'heure tous les 2 mois. Alors c'est un peu plus lax la deuxième année pour les GO, on est passé à 3 mois. Et puis donc il y a cette nécessité de bien l'encadrer finalement tout au long de son stage. Il faut avoir un agrément, c'est-à-dire que la faculté de médecine donne un agrément pour les services ou les cabinets capables d'accueillir un docteur junior. Donc ça nécessite d'avoir effectivement préparé un petit projet pédagogique pour obtenir cet agrément qu'on demande à la faculté de médecine et que la faculté de médecine va accorder ou pas pour prendre des docteurs juniors. Certains services peuvent être accrédités pour les phases socles, les phases d'approfondissement et pas pour les docteurs juniors ou pour que l'un ou pour que l'autre, etc. en fonction de... Donc les services qui accueillent des docteurs juniors sont censés pouvoir effectivement avoir suffisamment d'encadrement pour les mettre en autonomie et, entre guillemets, les encadrer. En ce qui concerne donc le nombre de docteurs juniors, un service ne peut pas en avoir au-delà de, en théorie, c'est 1 par service, voire 2 dans les gros services où on peut avoir plus de possibilités pour accueillir les internes, mais c'est quand même relativement limité. On privilégie le fait que les internes se répartissent dans les différents services, en particulier dans les régions, hein, de manière à ce que, si possible, ils couvrent une grande partie du territoire et, pour ce qui nous concerne, des maternités ou des lieux de stage. En ce qui concerne donc le secteur 2, donc pour l'instant, on n'a pas testé grand-chose. Hein. On nous a promis, entre guillemets, où il a toujours été répété et redit que, a priori, une année de docteur junior allait compter comme une année de post-internat. Reste à ce que pour l'instant ce soit validé. Hein. On va avoir à le mettre en place là, de manière assez rapide, hein, parce qu'on va devoir le vérifier. Est-ce que véritablement ça va compter, hein. Ce qui pourrait changer un tout petit peu la donne, vous savez que les postes d'assistant, de chef de clinique sont toujours donnés pour 2 ans. Donc la question est, est-ce qu'on continuera avec cette règle ou est-ce qu'un an suffira et où donc on pourrait voir des jeunes en post-internat qui ne font plus qu'une seule année, donc ce qui changerait un petit peu la donne quand même quelque part au sein des services, ou si finalement rien va changer et où on restera à 2 ans. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que je pense que personne n'a encore véritablement testé. En ce qui concerne la formation, il reste en formation. Donc vous savez qu'on est très à cheval en ce moment, on nous demande d'être très vigilant sur le temps de travail des internes. Hein, c'est quelque chose qui est extrêmement clair. Dans nos spécialités de gynéco-obstétrique, les limites sont à 48 heures. Et 48 heures de service, quand on fait des gardes, ne serait-ce que si on fait un vendredi et un dimanche, on explose complètement le compteur. Dans l'hôpital, on a fait un compte. Hein, les internes de chirurgie font en moyenne 60 heures. Donc ils dépassent tous quasiment leur décompte horaire. Donc il va falloir faire attention à ça, c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte. Deuxièmement, les journées de formation, hein, donc c'est des internes qui sont encore en formation, donc ils ont la nécessité d'avoir 2 demi-journées de formation par semaine qu'on doit leur accorder. Donc vous verrez tout à l'heure un petit peu, dans la diapo suivante, je vous ai commencé à vous donner quelques exemples, du coup, comment ça peut se répartir. Donc c'est des internes qui ont en général des DU à faire, donc tout ça peut se colliger, hein. On peut
on peut dire je pars en DU une semaine et du coup ça va compter 10 demi-journées entre guillemets, donc c'est comptabilisable en semestre ou en mois, mais l'idée c'est de respecter quand même qu'ils puissent assurer leur formation et qu'on ne puisse pas nous opposer. Ah ben non, j'ai pas pu venir au cours, j'ai pas pu venir à l'enseignement parce que dans le service c'était pas possible. Ben non, théoriquement c'est au service de s'organiser pour. Alors, voilà, après, chacun fait ce qu'il peut. Alors, je vous ai donné quelques exemples après, ensuite, maintenant, parce que finalement, c'est ça qui est la vraie vie. Hein. Une fois qu'on a mis en place les règles, c'était un peu l'objectif aussi de cette communication, un an après. Hein. La dernière fois, j'avais présenté un peu déjà ça, et puis on s'était vu l'année dernière, et puis on s'était dit, bah, on va tester. Donc, j'avais tout juste l'année dernière, c'était en juin en plus. Donc, Enora, entre guillemets, elle avait fait un mois de stage. Donc, je vous avais donné un petit peu les choses. Donc là, maintenant, on en a quelques-unes qui en ont fait hein, quand même, et en ce qui concerne les gynéco-obstétriciens, ils ont fait un an, où ils arrivent pour certains dans leur deuxième année, là, qui sont en train de démarrer. Donc, pour Enora, j'ai fait le point avec elle au fur et à mesure de son stage. Donc, elle était en cabinet libéral, c'est une interne de gynéco-médicale qui a été en cabinet libéral. Donc, elle avait 4 tuteurs et elle passait une journée dans chaque cabinet libéral dans la ville où elle a exercé. Donc, chaque tuteur la prenait dans son cabinet un jour. Et le 5e jour était off. Donc, c'était parfaitement organisé en termes de temps de travail. Hein. Elle avait ses journées de formation et tout était bien calé pour elle. Donc, ça, c'était relativement très concordant avec ce qu'on nous demandait. Elle travaillait à peu près 8 heures par jour. Hein, elle débordait pas trop. Bon, il est évident qu'elle terminait les consultations quand il fallait les terminer, hein, mais le respect horaire était relativement bien tenu. Elle a été mise assez vite en autonomie. Hein. Le premier mois, elle consultait avec, et puis ensuite, ils l'ont laissée consulter seule. Avec à peu près, elle pouvait assurer une vingtaine de consultations par jour. Donc ça fait déjà pas mal, ça fait 10 consultations matin, 10 consultations grosso modo l'après-midi. Donc c'est déjà, c'est pas monstrueux en termes d'activité, mais pour une interne débutante, ça fait déjà beaucoup. Il ne faut pas traîner quand même. Hein. Si on compte qu'il faut faire 8 heures par jour, ça fait 4 heures pour voir 10 patientes, ben, c'est un peu moins d'une demi-heure chacune, hein, donc il ne faut quand même pas trop traîner. Alors évidemment, les cas ne nécessitent pas toujours une demi-heure, mais c'est quelque chose qui est important. Alors ça nécessite aussi d'avoir de la place dans le cabinet, parce que ce n'était pas un remplacement, c'est-à-dire que le gynéco consultait ou la gynéco consultait, et donc ça nécessitait d'avoir un box libre avec une deuxième table d'examen, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner. Avec ou sans écho, là clairement ça dépendait de diplôme d'échographie. Hein. On encourage tous nos internes Géo et GM à faire le DU d'échographie. En général, ils le font en fin de parcours, donc souvent, soit ils l'ont fait, soit ils sont en train de le faire quand ils sont docteurs juniors. Hein. C'est à peu près ce moment-là où ils vont choisir de faire ce DU d'échographie. Et donc, selon leur capacité, ils faisaient ou pas de l'échographie, elle faisait de l'échographie. Elle l'a eu, elle l'avait, le DU d'échographie, donc elle a pu faire des échographies pendant son stage. Donc, en termes de contrôle, tous les dossiers étaient contrôlés. Hein. Elle m'a bien dit, ils passaient en revue ne serait-ce que une toute petite chose, quoi. Ça allait très très vite pour certains dossiers, c'était juste Madame Attel est venue pour ça, j'ai fait ça, au revoir, très bien, merci. Et puis d'autres étaient un peu plus longs, mais tous les dossiers avaient été vus, hein. C'est ce qui s'était passé. Elle a eu ses entretiens, elle était libérée pour ses formations, puisqu'elle avait une journée par semaine, et c'était potentiellement adaptable en fonction du jour de la formation, parce que ça dépendait aussi. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionnait. Ils en ont aussi profité, évidemment, gynéco-médical, c'était l'intérêt de ce stage en libéral, mais qui ne change rien pour les docteurs juniors, mais de lui apprendre tout un tas de spécificités à l'exercice libéral. J'entendais parler de réseau tout à l'heure, hein, donc il faut se constituer entre guillemets son réseau, faire partie éventuellement d'un réseau, et puis il y avait tout un tas de fonctionnements propres au cabinet qui pouvaient être enseignés également pour ces internes. Deuxième interne, une interne de gynécologie obstétrique cette fois, donc, qui est en stage de chirurgie, donc elle, dans une clinique, donc en libéral, avec 2 tuteurs dans cette clinique qui sont gynécos, qui ne font que de la gynéco, il n'y a pas d'obstétrique, donc elle ne fait que de la chirurgie. Et donc, elles lui ont
accordé le planning que vous voyez ici, avec donc une journée, elle a fait 2 mois en aidant, comme interne, dans le service, enfin dans le cabinet et au bloc. Et puis au bout de 2 mois, petit à petit, ils lui ont établi un certain nombre de possibilités, avec une plage de consultation. Vous voyez, une plage de consultation pas négligeable, hein. Tous les mercredis, elle voit entre 25 et 30 patientes, donc c'est quand même pour une activité de gynéco-obstétrique déjà pas mal. Et le reste du temps, elle est au bloc toute la journée avec un des 2 chirurgiens. Ils ont leur vacation opératoire et elle les suit dans la journée complètement. Donc elle commence à opérer avec eux et elle finit avec eux le soir, avec un certain nombre d'interventions qu'elle a pu réaliser en autonomie ou avec aide. Alors, toutes les interventions un peu complexes, ils s'habillent avec elle. Toutes les interventions simples, ils peuvent la laisser seule. Et au fur et à mesure, plus ça va, hein, plus clairement, ils lui laissent faire des choses. Hein. J'ai bien discuté avec elle et elle fait maintenant tout un tas de choses toute seule. Elle programme toute seule les interventions. Elle les programme sur les créneaux du senior. Et pour que les patientes soient confortables et que tout soit bien calé, le chirurgien la revoit avec un rapide rendez-vous. Donc là, c'est le chirurgien propre qui revoit la patiente pour obtenir le consentement et valider que c'est bien, elle va bien être opérée, entre guillemets, par ce chirurgien responsable, etc. Donc là, j'ai vu que, enfin, je lui ai demandé, elle me dit, les dossiers simples, je les gère et on ne me demande rien. Elle met de côté toutes les situations qui lui semblent difficiles et le soir, elle débriefe avec son senior. Elle n'a pas de garde. Elle fait éventuellement quelques astreintes le samedi qui sont plus considérées comme des remplacements que comme des véritables astreintes. Et il lui donne liberté pour ses formations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle dit j'ai une formation tel jour, telle heure, c'est souple et on la lui accorde. Pour l'instant, elle ne s'est jamais rien vu refuser, voire même, ils lui ont financé une formation au CICE, ce qui est quand même tout à fait à leur honneur. Troisième docteur junior, donc on a vu une GM, on a vu une géo vraiment orientée chirurgie, avec donc des bonnes possibilités, hein, plus qu'au CHU. Hein. Nous, on ne peut pas les faire opérer 4 jours par semaine. On ne leur donne pas 25 consultes. Hein. Cette interne-là, clairement, par rapport à une interne où je suis en gynéco dans mon service, elle va en faire 2 fois plus. Ça, c'est évident. Donc, voilà, c'est clair et net. Donc, en tout cas, moi, ça m'a encouragé de voir ce résultat. Ça m'encourage beaucoup de proposer ce type de stage à nos internes parce que je pense qu'ils vont en profiter très clairement. Autre différence, là, une interne d'obstétrique. Donc, cette fois-ci, interne d'obstétrique pure. Donc, pas de chirurgie. Donc, dans une maternité, dans une grosse maternité qui fait beaucoup d'accouchements. Elle a fait 1 an chez nous comme docteur junior, en obstétrique aussi, où là, elle était super interne. C'était notre première docteur junior. Donc, on la mettait en autonomie dans la journée. Et puis, la nuit, elle était considérée comme étant interne. C'est comme ça qu'on avait fonctionné. Donc, elle était couverte, entre guillemets, dans la journée. Il y avait un chef de salle de travail pour les cas où elle aurait besoin. Elle pouvait faire la césarienne en autonomie si c'était facile. Si c'était une césarienne un peu compliquée ou urgente, le senior responsable pouvait venir l'aider et l'assister. Et là, maintenant, elle est donc en 2e année. Et donc là, elle est vraiment considérée dans le service où elle est comme étant une senior de jour, avec la possibilité de joindre quelqu'un. Donc elle a quelqu'un de journée qui peut l'aider et qui peut l'assister. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est pour ça que j'ai choisi ce cas-là, c'était parce qu'ils ont mis en place, et c'est unique dans notre région centre en tout cas, ils ont mis en place donc une double garde, les jours où il y a le docteur junior de garde. Donc elle fait des gardes de seniors et ce jour-là, il y a un 2e senior qui est d'astreinte sur place. Donc ils ont mis en place une 2e liste de garde uniquement les jours où il y a des docteurs juniors qui sont présents. Donc il faut que l'hôpital accepte, hein, parce que ça veut dire quand même une 2e personne à payer. Hein, ils n'ont pas réduit, elle est quand même payée comme senior et on paye un 2e senior pour être là pour le cas où. Donc c'est attractif, entre guillemets. Hein, ils ont fait ça pour être attractif, hein, pour avoir des docteurs juniors précisément, hein, parce qu'ils avaient quelques petits problèmes de garde. Et ils préfèrent du coup avoir ce système-là pour avoir des jeunes qui sont là. Et le senior sur place, si le jeune est efficace,
c'est une astreinte où on peut faire autre chose pendant ce temps-là. Hein. Très clairement, elle ne les dérange pas tout le temps, même si dans des grosses maternités, on peut facilement trouver du travail à deux, même la nuit, surtout s'il y a de la gynéco qui s'y rajoute ou quelques urgences gynécologiques. Donc c'était ça l'intérêt de ce troisième exemple, c'était de montrer un système de garde. Nous, on n'a pas mis ça en place, hein, donc nous, au CHU, donc l'interne est docteur junior dans la journée et redevient interne la nuit. Hein. Ça c'est clair, personne n'a voulu, aucun médecin du service n'a voulu accepter. Et bon, on fait déjà beaucoup de gardes en plus, donc ça aurait voulu dire que le seigneur d'astreinte chez lui était sur place. Ça aurait fait une troisième liste parce qu'on a Chinon aussi, donc ça faisait beaucoup, donc c'était un peu compliqué de le mettre en place au CHU. Mais c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Après, dans des petits services où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est compliqué de mettre une deuxième personne sur place. Hein. Ça, c'est une chose claire. Donc voilà les trois exemples que je pouvais vous donner avec différentes spécialités. Hein. Donc moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'en tout cas, les stages en libéral sont extrêmement bien adaptés au docteur junior. Il n'y a aucune difficulté, ça s'est toujours bien passé pour l'instant en tout cas. Voire même, c'est peut-être plus simple pour les internes parce qu'ils sont moins nombreux, hein, ils sont un peu chouchoutés finalement hein, quand ils sont docteurs juniors dans ces services. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Hein, les internes étaient parfaitement contents d'être dans ces services. Alors que chez nous, on a un petit peu de mal à leur trouver des places. Hein. C'est clair que quand on n'a pas d'anesthésiste et qu'on court pour trouver des plages de bloc pour nous-mêmes ou pour nos chefs, on n'en a a fortiori pas pour nos internes ou pour nos docteurs juniors. Hein, ce qui n'est pas forcément toujours le cas partout. Hein. Donc, et donc ça se passe très bien. Alors ça se passait déjà bien avant. C'est vrai que dans nos spécialités, on n'avait pas beaucoup pris. Il y a quelques, je sais qu'à Rennes, ou dans certaines villes, il y a des grosses cliniques qui prenaient déjà des internes, hein, et où les internes de chir aimaient beaucoup aller parce que je pense qu'ils faisaient beaucoup. Parce que comme il y avait un seul poste d'interne avec plusieurs chirurgiens dans une clinique, bah forcément l'interne qui était là, il passait son temps au bloc. Et pour un interne de chirurgie, passer toutes ses journées au bloc, s'il ne peut faire rien d'autre, il est hyper content. Donc c'est un petit peu différent en gynéco-médical. Après, on a du mal aussi à trouver des stages en libéral. C'est pas si facile. Hein. Moi, j'en ai un, pour ne pas citer, ça se passe à Orléans, où on a 4 gynécos. À Tours, on a du mal avec Elisabeth à trouver des collègues pour monter un groupe. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui monte quelque chose pour nos docteurs juniors ou un tout petit peu avant, pour la fin des phases d'approfondissement. Mais c'est pas si simple que ça. Il faut accepter et voilà. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire donc, sur cette étape docteur junior, que petit à petit, on apprend tous ensemble. Donc, pour l'instant, moi, je trouve que ça se passe plutôt pas trop mal. L'idée, c'est vraiment de trouver la limite entre l'interne et le chef, quoi. Donc, il faut trouver quelque chose pour ce statut. Et c'est ça qui était un petit peu délicat à mettre en place au départ, pour pas qu'ils soient trop internes quand même, parce qu'ils sont au-dessus. Bon, après, ils n'ont pas encore non plus les capacités d'être complètement autonomes comme chef. Donc je ne sais pas, moi je suis à votre disposition pour en parler, s'il y a des internes ou s'il y a pour que vous me posiez des questions, savoir un peu, est-ce que vous avez d'autres expériences là où vous êtes parce que bon, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment, on va dire, de recul pour pouvoir le faire au niveau régional. J'essaierai de le faire pour l'Ouest, si jamais on demande, pour faire le point un peu sur les docteurs juniors au fur et à mesure que ça va commencer à sortir, là. Savoir comment ça s'est passé un petit peu dans les différentes régions. Moi, j'ai fait pour l'instant ma région, et puis après, on essaiera de faire un peu plus large. Mais... Il y avait des gens qui disaient qu'il fallait aussi qu'ils soient assurés. Et la MACSF, elle avait envoyé des propositions d'assurance gratuite aux docteurs juniors, justement. Oui, moi c'est ce que j'ai vu aussi. Hein. Je pense que de toute façon, il est conseillé à tous les internes d'avoir une assurance civile personnelle. Très clairement, nous on le voit, enfin moi à Tours, à l'internat, je vais encore un peu de temps en temps à l'internat, la MACSF et la Médicale de France sont là, elles proposent des assurances aux internes et je suis presque sûr que quasiment tous les internes du CHU de Tours sont assurés en plus. Alors, ne serait-ce que pour une faute détachable du service, voilà, sur ce domaine-là, il faut à tout prix que les internes soient assurés, il faut leur redire, assurez-vous, pour les procédures pénales, pour les procédures disciplinaires ordinales, s'ils n'ont pas d'assurance, ils sont tout seuls. Ça, c'est la chose importante. Deuxièmement, quand ils remplacent, il faut qu'ils prennent une assurance nominative. Il faut éviter de prendre les assurances des assurés. Quasiment le marché le propose un peu partout, mais malheureusement, nous, on a un interne
qui a perdu. Oui, elle est remplacée. Parce qu'elle a, elle a remplacé il y a maintenant 10 ans, puis après, elle a été PH, et la procédure arrive 15 ans après. Le médecin qu'elle a remplacé est parti en retraite, les contrats ne sont plus trouvables, et elle n'a jamais cotisé au fonds de mutualisation 25 € en nom propre. Donc pour les trous de garantie, elle va les prendre en pleine poire, parce qu'elle n'a pas cotisé au fonds de garantie. Vous savez qu'en libéral, vous cotisez 25 € par an, et vous adhérez au fonds de garantie. Le fonds de garantie vous couvre 10 ans après la retraite, 5 ans si vous avez changé d'activité, pour ce qu'on appelle la garantie subséquente. Donc dites à vos jeunes, s'ils remplacent, ils prennent une assurance nominative. Deuxièmement, ils prennent une assurance, même s'ils ne remplacent pas en libéral, pour la procédure disciplinaire ordinale et pour la procédure pénale. Troisièmement, pour les collègues qui peuvent accueillir des jeunes en stage, il faut qu'ils informent leur assureur. C'est très important que l'assureur ait une trace écrite qu'on a des internes et des stagiaires en stage. Troisièmement, ce que vous venez de dire, et vous le dites avec beaucoup de bienveillance, le libéral doit accompagner les docteurs juniors. Les URPS mettent en place des formations pour qu'ils aient l'agrément. Et c'est une vraie opportunité pour le monde libéral que d'accueillir des jeunes. Il faut faire la formation avec l'URPS. Et ensuite, très important à dire aux collègues libéraux, le stagiaire en cabinet libéral, il est payé par l'ARS pour son salaire tous les mois. Par contre, s'il passe par l'établissement pour un terrain de stage agréé, l'établissement n'est pas payé. Donc c'est bien un terrain de stage libéral qui accueille un jeune chez lui et qui l'emmènera au bloc opératoire. Et là, à ce moment-là, ils sont indemnisés. Et pour le cabinet, c'est une vraie opportunité parce qu'il y a un jeune qui travaille à côté. Mais il faut effectivement, comme vous le dites, ils ne sont pas en autonomie totale, ce qui fait qu'à l'ordre, on les enregistre comme docteur junior, mais ils n'ont pas d'autonomie. Et ça veut dire que le chef de stage, il doit vraiment le voir tous les soirs pour faire le point de tout ce qu'il a fait. C'est lui qui en assumera la responsabilité. Et enfin, dernière chose, me suis perdu. Mais ce qui est important, oui, c'est quand on a un terrain de stage, il faut ensuite aller rencontrer le coordinateur régional et le coordinateur départemental de la spécialité qui agrée votre terrain de stage, parce que la commission seule ne le fait pas si le coordinateur local et régional ne l'accepte pas. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de bienveillance. Là. C'est pas compliqué. Non, pour mémoire, les assureurs du secteur privé assurent quasiment gratuitement les jeunes. Minime, symbolique. Ils savent très bien que si ça se marche bien, ils les auront plus tard comme clients. Donc, c'est... Bon, oui, on voit toujours... nous, en tout cas, à Tours, ils sont à l'internat régulièrement. Hein, donc, Bon, Henri Marais, oui. Félicitations pour votre dynamisme dans ce domaine-là, qui est notre avenir. Et les internes du centre ne se rendent pas compte, mais ils ont beaucoup de chance. Parce que moi qui suis en Île-de-France et à l'URPS, je sais qu'on a un blocage quasi systématique de l'université qui ne veut pas déléguer des terrains de stage encore en libéral. Les mentalités doivent changer, ce sera long, mais félicitations. Et c'est pour ça qu'on est très intéressé par votre expérience que vous déroulez devant nous. À une question que vous posez, l'accès au secteur 2, l'affaire est en théorie bien partie, mais pas résolue du tout. Oui, c'est un des points d'achoppement dont vous avez entendu parler sur les négociations conventionnelles à l'heure actuelle. On demande une garantie écrite, hein, c'est pas très compliqué, ils l'ont jamais faite, et qui est toujours pas faite. Or, on est inquiet pour les docteurs juniors parce qu'ils sont capables, on sait de quoi ils sont capables, de bloquer l'accès au secteur 2 à nos futurs spécialistes, ce qui serait un très mauvais coup. Donc, on est très attentif. Mais par rapport à l'année dernière, on a les mêmes assurances orales et on est allé plus loin puisqu'on a bloqué fort. Et en fait, encore une fois, le retour de la CNAM et du gouvernement, c'est que c'est à l'université que les choses bloquent parce que, comme vous l'avez bien souligné, ça change pour l'organisation du fin de parcours. Et il y a là quelques personnes qui disent que pour l'instant, il n'en est pas question. C'est bien pour ça que le texte ne paraît pas, parce que sinon, il est quasiment écrit. Ah oui. Mais il y a des... Parce que quand on en parle à Luc Mouton, il dit, moi, c'est sûr, hein, ce sera comme ça, c'est comme ça dans la réforme, et c'est comme ça qu'on le conçoit. Mais j'ai cherché un texte, j'ai jamais trouvé. Non. Donc, effectivement, il n'est pas écrit. On ne sait pas organiser le post-internat en un an seulement, avec des postes de chef ou d'assistant. Enfin bref, les choses ne sont pas calées là. Et d'après ce qu'on a compris, c'est le dernier point qui bloque avant que ça... Il faut que ça le fasse avant fin février. Hein.
Ah bah oui, parce que, en tout cas pour notre discipline, l'année prochaine, il y en a qui vont sortir. Hein, donc il faudra bien qu'ils sachent un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés. Quoi. Sauf que fin février, c'est la fin des négociations conventionnelles. Mais si on ne les a pas commencées parce que ce problème n'est pas résolu, d'accord. Voilà. Ah, ils resteront à faire 2 années de chef et 2 années d'assistanat tant que ce ne sera pas signé. Hein. Mais bon, ça fait peut-être un peu long. Oui. Après, pour le poste de chef de clinique, je pense que c'est un peu différent parce qu'il y a un versant universitaire. Mais pour le poste d'assistant, il n'y a plus aucune justification à le garder à 2 ans. Quoi. Oui, mais ça nécessite une réorganisation dont certains ne. Après, ne que sont si pas certains veulent faire 2 ans, rien ne les empêche. Hein. Il y a des gens très bien qui ont fait 3 ans de chef. Hein. Bien sûr. Ou 3 ans d'assistant. Y a-t-il encore 1 ou 2 questions? Moi, j'ai une question. Ah. Merci. Donc, je travaille dans un hôpital général et donc on fait appel à des urologues à partir d'un CHU avec lequel on a une convention. Sauf que l'urologue qui est sur place part et il était prévu qu'on accueille des docteurs juniors. Et je voulais savoir quelle serait la situation de ces docteurs juniors. Ils ne peuvent pas opérer finalement, ils ne peuvent pas consulter chez nous. Des docteurs juniors d'urologie? D'urologie, oui, le souci il est en urologie. Si vous n'avez pas d'urologue sur place pour les encadrer, c'est pas possible. Même pour faire de mais la consultation. aucun interne, théoriquement, normalement. Hein. Enfin, bon, sauf s'il y a des chirurgiens, s'ils sont en chirurgie générale, entre guillemets, que vous avez un digestif et qui peut encadrer l'urologue qui est dans son service pour un stage dans chirurgie digestive. Mais si c'est un docteur junior, c'est forcément dans sa spécialité, donc c'est non. Il faut forcément un urologue. Le docteur junior doit forcément être encadré par quelqu'un de sa spécialité. Ça, c'est clair. Les seuls cas qu'on a, nous, en gynéco, c'est si le docteur junior n'a pas pu faire... Vous savez qu'il y a 2 semestres nécessaires en gynéco à faire hors chirurgynéco. Donc, s'il n'a pas pu les faire avant son docteur junior, sa phase de consolidation, par dérogation, on peut lui en faire un. Auquel cas, là, c'est un tout petit peu différent. On peut être dans un contexte... Mais dans votre cas, hôpital général, si vous n'avez pas d'urologue, c'est sûr que non. Hein. Non, on n'en a pas. Non, vous ne pourrez pas avoir de docteur junior. Vous n'aurez pas d'agrément, en fait. Si on vous donne l'agrément, c'est tricher. Là, je parle en tant que doyen, enfin vice-doyen. Bonjour. Moi, j'ai une petite question sur la responsabilité. Vous semblez déjà avoir répondu, mais c'est pour être sûr. En tant que docteur junior, si par exemple on est amené à faire des gardes avec, on va dire, la responsabilité d'un chef, avec quand même une astreinte sur place, bon déjà dans notre centre, nous on va être payés comme des internes et pas comme des chefs. Quelle est notre responsabilité? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rendre compte de toutes les décisions qu'on prend ou est-ce qu'on assume la responsabilité de nos décisions sans forcément informer le chef d'astreinte sur place? Vous êtes en autonomie, ce qui veut dire que vous avez le droit de prendre des décisions et c'est à vous de juger si vous devez les partager ou pas avec votre chef. Après, si jamais il y a une faute, ça retombera forcément sur votre chef, ça c'est sûr, sauf si c'est détachable du service, c'est-à-dire si... vous opérez la dame aux urgences en lui faisant une laparo sans l'endormir ou en faisant des trucs incroyables et qu'on peut dire que c'est détachable du service, là ce ne sera pas sa faute, ce sera votre faute. D'où l'intérêt de ce qu'on a dit tout à l'heure, que vous ayez votre propre assurance quand même pour le cas où. Donc voilà, tout est limite. Normalement, vous êtes toujours sous le couvert du senior qui vous chapeaute. Ça, c'est quand même la règle qui va, à mon avis, être exposée. Après... entre guillemets, le chef de service ou le médecin, a fortiori hospitalier, il va quand même bien regarder le coup, parce que lui, il va prendre, entre guillemets, la responsabilité. Donc s'il peut vous en rejeter un tout petit peu, en gynéco-obstétrique, les gynécos et les sages-femmes, on se bat un peu quelquefois pour savoir qui est responsable de quoi. J'ai été prévenu, j'ai pas été prévenu, il m'a pas dit, je pensais qu'il n'était pas vraiment compétent. Donc, vous voyez, enfin, voilà. Donc, il faut bien s'entendre, je pense, avec le senior qui est là, ne pas hésiter à le prévenir, ne serait-ce que prévenir. Vous notez dans le dossier, j'ai prévenu, vous tracez, j'ai prévenu, point. Et c'est pas grave, on est là pour être appelé. Il vous engueulera le lendemain en disant « t'aurais pas dû m'appeler pour ça ». Il a tort, c'est vous qui avez bien fait de l'appeler. Mais donc, il ne peut pas être question d'une astreinte
au domicile pour le Ah PH, si, ça peut être une astreinte à domicile à partir du moment où il est opérationnel. C'est-à-dire qu'il peut être là comme un chef en second. Moi, je suis chef en second à Tours. Je dois être là dans les 20 minutes. On est censé être, quand on est dans un PH, dans un hôpital, habité à moins de 20 minutes de l'endroit où on est d'astreinte ou de garde. Donc, il est censé être là dans les 20 minutes. Donc, vous devez pouvoir le joindre au téléphone pour dire est-ce que je fais une césarienne ou pas. Et si c'est un prestataire Prévia, vous dire vous venez. Et il doit venir. S'il ne vient pas, alors là, c'est lui qui se met en faute. Alors là, complètement. Bon, merci beaucoup. Faites la césarienne s'il ne vient pas, hein, parce qu'il faut sauver la patiente d'abord, hein, mais c'est lui qui va prendre si jamais vous avez un problème. Parce que si vous l'avez appelé et qu'il n'est pas venu, alors là, c'est tout faux, quoi. Enfin, je sais pas, ça vous convient à tous, hein, ce que j'ai dit, là. Voilà. Exactement. Faire le geste, mais que tu n'as pas prévenu ton chef, tu es en faute détachable. Tu es en faute détachable. Il dira, j'ai jamais été prévenu, je ne t'ai pas autorisé à faire la césarienne sans l'accord. Ah. Donc on appelle le chef, j'ai appelé le docteur Dupont à 20h, ok pour césarienne, passera éventuellement plus tard. Tu as l'accord, tu es couvert. C'est lui qui en assumera la responsabilité. Pour les décisions graves, c'est ce qu'il faut faire, moi je pense, c'est clair. Il faut toujours tracer. Si par contre tu es certaine de ce que tu fais, tu marques et dans un matin tu lui dis, tu l'informes. C'est le rôle du docteur junior, c'est d'en référer au responsable au-dessus. Par contre, si tu as le moindre doute, tu appelles. Et vous tracez l'appel. On a des discussions avec des internes qui sont condamnés, qui ont appelé un chef de clinique qui n'ont pas tracé l'appel. Avec des doses de médicaments à 10 fois la dose d'un enfant qui est décédé. Donc vous faites attention. Vous tracez les appels, vous tracez ce que vous faites. Sinon, tu es en faute détachable. D'où l'intérêt aussi au début de l'entretien initial et si possible qu'il y en ait une petite trace. Parce que s'il a dit je te laisse faire les forceps seul, tu ne m'appelles pas, tu es autonome. Voilà. Par contre, la césarienne, tu m'appelles. Ça, c'est écrit, c'est tracé, c'est clair. Donc, tu sais quoi faire. C'est l'avantage, c'est que tu sais quoi faire. Et si tu as vraiment un problème avec un tarnier, un soir, tu l'appelles. Et puis c'est tout, tu le préviens en disant j'ai fait un forceps difficile. Dès qu'il y a une situation un peu difficile ou compliquée, allez-y, appelez, quoi. Tracez, demandez l'avis, peu importe. Personne ne regrettera jamais, même le senior. Hein. Ben voilà, on va pas non plus prendre tout le temps. C'est très intéressant, c'est vrai, c'est vrai, hein. Bravo. Merci, monsieur Marek. Excusez-moi, j'avais juste une question. Comment on obtient l'agrément pour obtenir des docteurs juniors en périph', je parle? Alors, si vous connaissez votre coordonnateur, vous lui demandez, et vous recevrez un petit dossier, hein, pas un gros dossier, un petit dossier de la faculté de médecine dont vous dépendez, qui vous enverra un petit dossier à remplir avec un petit projet pédagogique où vous expliquerez grosso modo que vous avez l'encadrement suffisant, voilà ce que vous pouvez lui faire, etc. Le coordonnateur donnera son agrément. Les internes ont leur mot à dire, c'est-à-dire que les responsables des internes de la discipline jugeront le petit dossier et diront oui, ça nous paraît acceptable aussi pour nous, pour les internes. Et si c'est le cas, la commission de la faculté des agréments vous donnera l'agrément pour 1 an et au bout d'1 an pour 5 ans. D'accord. Et juste par rapport à la situation des hôpitaux périphes, on a plutôt l'impression qu'il n'y a pas souvent de demandes, que les CHU ont tendance à garder les internes. Je pense qu'à Paris, comme il y a beaucoup de CHU, c'est sûr, en province, nous, on ne peut pas y avoir tous les docteurs juniors. Moi, j'en ai 10, je peux en avoir que 2 ou 4 maximum au CHU, donc j'en ai forcément pas mal à l'extérieur. Donc à Paris, je crois qu'ils ont 45 internes par promotion, donc ça fait quand même 90 docteurs juniors qui se promènent. Il y a peut-être 90 CHU, ils en prennent peut-être 1 ou 2 par personne. Bon, ils sont quoi, 10 CHU, ils en prennent 2, ça fait 20, il vous en reste quand même un certain nombre. Donc normalement, vous devriez pouvoir en avoir. L'objectif, il est là, hein. Ils ont mis des seuils pour que justement les docteurs juniors soient répartis dans les différents CHG de la région. Donc il y a un quota maximum de docteurs juniors par CHU? Normalement, oui. C'est 1 ou 2 par service. Alors après, vous pouvez découper votre service. Oui, mais comme les services sont ultra découpés parfois. Voilà, on peut découper. Mais bon, il ne faut pas tricher, quoi. Si on découpe orthogénie, PMA, machin, et qu'on finit par avoir tous les docteurs juniors, bah oui. Bon, ça, c'est le coordonnateur, et là, il faut râler, quoi. Il faut râler auprès du coordonnateur ou de l'ARS. Normalement, l'ARS doit être vigilante à ça.
Enfin, nous, à Tours, la commission d'agrément, l'ARS y est, et l'ARS fait très attention à ce qu'il y ait une bonne répartition des docteurs juniors au sein de la région. Enfin, en tout cas, en région centre, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, normalement, elle doit être vigilante et on peut la solliciter. Oui, vous pouvez la solliciter en disant « j'ai pas de docteur junior, j'ai envoyé un dossier, j'ai pas obtenu d'agrément ». Demandez l'agrément. Si on ne vous le donne pas, bon, après, vous allez dire « pourquoi est-ce qu'on ne me le donne pas ?» Si on vous le donne et que vous n'avez pas d'interne, dire voilà, j'ai l'agrément, on m'envoie aucun interne. Donc soit ils vous l'ont donné pour faire plaisir et pour dire, mais voilà. Après, je ne sais pas quel est le niveau de votre centre. Il y a des centres qui sont bien formateurs, mais si a priori on vous a donné l'agrément, normalement, c'est que ça correspond. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avoir de. Il y a deux niveaux. Un, c'est ouvert au choix, et deuxièmement, il faut que les internes choisissent. Ah, et après, il faut que les internes choisissent. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le système des docteurs juniors, c'est un appariement. C'est-à-dire que lui va venir vous demander un stage chez vous et vous allez choisir parmi tous les internes qui viennent vous solliciter. Donc eux, ils classent, ils mettent 3 choix, mettons, je ne sais pas moi, Angers, Tours, Poitiers. Et puis du coup, les 3 services d'Angers, Tours, Poitiers vont classer tous les internes qui viennent et dire moi je prends un tel dans l'ordre. Et puis s'il y a un premier choix dans l'un des deux, ça fit et on continue comme ça. Donc voilà, c'est un appariement. Donc si vous vous êtes entendu avec un interne qui veut venir chez vous, c'est la meilleure solution, quoi. Si vous avez des internes qui passent, demandez-leur est-ce que vous voulez être docteur junior, et sinon, et si oui, moi je vous prends. Parce que comme ça, il va vous choisir. Donc, si vous avez l'agrément, il y a de fortes chances que vous l'ayez. Si lui vous met en premier choix et que vous le mettez en premier choix, vous l'aurez à tous les coups, quoi. C'est le meilleur moyen. Mais bon, après, si vous ne les voyez jamais avant, les docteurs juniors, oui, ça reste quand même le choix des internes. C'est pour ça qu'il faut peut-être passer par les associations des internes. Parce que, par exemple, la GIGN, en gynécomède, en ce moment, elle pousse pour trouver des lieux de stage et pour demander. Alors oui, c'est sûr, ils nous aident, mais... Et le problème, c'est Paris, parce qu'il n'y a pas de maître de stage et ils ne sont pas docteurs juniors dans des... Mais elles ne savent pas quoi faire. Elles ont demandé au national d'appuyer. On a des problèmes aussi à Tours. Hein. Tu vois, même à Tours, on a du mal, nous, à convaincre les collègues de monter un stage. On a un grand creux de gynéco, donc je veux dire, on a une période où on n'avait pas de gynéco de ville qui partent, tu vois. Oui, oui. Bon, il faut qu'on change. Voilà. On va clore. Toi, vas-y. Alors, on vous présente à la fois le modérateur et à la fois l'orateur, c'est ça? Merci Elisabeth de me laisser la parole. Au syndicat, qui est très actif et qui représente le pôle public. Merci Elisabeth. Donc c'est un travail que j'ai préparé avec Pascal Leport, qui malheureusement n'a pas pu présenter ce sujet. Donc on avait discuté, échangé, donc un certain nombre d'idées qui lui sont dues. Donc vous savez qu'il y a un nouveau décret qui est paru en février 2022 sur le statut des praticiens hospitaliers. J'ai essayé d'être au plus proche du texte de loi, ce qui n'est pas forcément toujours très évolué. Vous trouvez facilement dans la littérature des commentaires par le CNG, différents syndicats qui ont des avis sur certains sujets, un peu partisans ou non d'ailleurs, ou en tout cas parcellaires. Donc je m'y reporterai, je ferai quelques commentaires par rapport au texte qui n'est pas forcément... Si j'arrive à trouver le bouton, c'est pas ça. J'ai trouvé le bouton, merci. Donc le principe, c'est un statut unique de praticien hospitalier avec une bascule automatique de tous les praticiens hospitaliers vers ce nouveau statut. La première chose, c'est une activité intra-hospitalière multisite. Donc dans le cadre d'un statut, donc un statut unique, il y a des obligations de service qui sont pour le praticien, avec une possibilité d'avoir une activité ambulatoire en dehors du service d'affectation, où les conditions donc, sont bien précisées, pour une offre de soins insuffisante dans d'autres secteurs, une difficulté d'accès aux soins, et à condition que le praticien hospitalier ait une activité plein temps, c'est-à-dire une activité 100%. Donc des commentaires qui avaient été faits à ce syndicat, est-ce qu'on transforme le PH en pion? Je vous laisse juger.
Donc le poste de PH est défini par sa profil de spécialité, par sa position du praticien dans le pôle, le service d'affectation, le temps de travail. C'est assujetti à l'avis du président de la CME, au chef de pôle, transmis au directeur, ce qui donne une responsabilité un peu plus importante, transmis directement au CNG pour proposition de nomination. Le directeur d'hospitalisation, le directeur de l'hospitalier a encore lui la possibilité de présenter plusieurs candidatures. Donc un autre commentaire qui a été fait par donc, certains syndicats, quid des 30 à 40% de postes vacants, alors si on les envoie ailleurs, ça ne va pas forcément améliorer des choses. Deuxième élément, ça c'est un élément qui touche beaucoup de centres hospitaliers régionaux, les mutations internes, les regroupements de GH, de fusion de CH. Donc c'est le directeur, encore lui, qui affecte le praticien déjà nommé dans l'établissement dans un pôle, après, heureusement, avis du président de la CME, du chef de pôle. Le PH est affecté par le directeur, qui donne l'avis quand même du président de la CME, du chef de pôle, c'est un minimum quand même. Le profil de poste est compatible avec les spécialités du praticien. J'ai mis ouf, heureusement, on aurait pu imaginer pire. Alors, en cas de transfert d'activité, là, par contre, le praticien est nommé par le directeur du CNG, qui l'affecte dans un pôle par le directeur de l'établissement, après toujours avis du président de la CME et du chef de pôle. Donc, toujours des avis qui ont été faits à ce sujet de ce texte. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une vente à la découpe du statut qui oublie totalement le rôle du PH dans la prise en charge des patients et dans la continuité des soins? Je vous en les juge. Les mots utilisés de PH pion, PH valige, PH kinex, à titre personnel, je trouve que c'est un petit peu excessif, mais vous le trouverez facilement si vous cherchez en littérature ce genre de commentaires qui ont été faits à ce sujet. Alors, un élément important qui a été repris en particulier par le CNG d'intérêt de ce concours et de la titularisation, c'est plus qu'un seul concours. Il n'y a plus de concours temps partiel, temps plein, c'est un seul concours qui est, selon le CNG, transparent, impartial. J'espère qu'il l'était avant. En tout cas, c'est ce que dit le CNG. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. La période probatoire est d'1 an, ce qui me paraît effectivement une amélioration, puisque des praticiens passaient 2 ans dans un service, et puis au bout de 2 ans, des conflits étaient apparus, le médecin n'était pas titularisé, et il faisait effet, pouf, il sautait, juste à cause de problèmes locaux. Donc je pense qu'1 an probatoire paraît plutôt une sécurité pour les nouveaux praticiens nommés. Donc la nomination se fait après avis du chef de service, du chef de pôle, du président de la CME, du directeur de l'établissement. En cas où tout le monde est d'accord, le praticien est nommé. En cas de difficulté, il peut être prolongé d'1 an ou il peut être licencié pour inaptitude par le directeur du CNG. La commission statutaire nationale peut être saisie en cas d'avis défavorable de l'un des personnes dont on a cité. Alors, élément aussi important de ce nouveau statut, c'est l'entretien pour les jeunes en attente de titularisation. C'est un entretien au bout de 6 mois, 1 an sur les objectifs sont-ils remplis, sur, etc., la satisfaction d'autres. Et cet entretien doit être obligatoirement adressé au CNG, Centre national de gestion. Alors, le tableau de service, ça, c'est pas nouveau. Donc, dans tous les centres hospitaliers, il y a des tableaux de service qui est sur l'activité réalisée, proportionnel au temps de travail choisi, validé par le chef de service, ça, c'est au niveau. Ça, c'est pas nouveau. Au prorata des obligations hebdomadaires, ça, on l'a dit. Le praticien exerce exclusivement dans un hôpital de santé public ou alors exerce avec une convention. Alors, un commentaire qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est des remplaçants pour les congés, comment est-ce qu'on les case? La loi RIS sur les remplacements n'est pas du tout intégrée à ce genre de problème. Alors, fusion temps plein, temps partiel, ça c'est un élément important de ce nouveau décret. Les temps pleins, c'est 10 demi-journées. Le temps partiel, c'est 5 à 9. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Si vous êtes un temps partiel, si vous êtes entre 5 et 9. Ce temps de travail est défini dans le cadre du règlement intérieur en respectant la continuité des soins. Ça, la continuité des soins, ce n'est pas nouveau. C'est une règle du praticien hospitalier et aussi des fonctionnaires de l'État en général. Il y a une organisation du temps de travail et du temps de présence
qui est assurée par le directeur après avis de la CME. Pour modifier le temps de travail, c'est possible, mais le praticien doit le faire 2 mois à l'avance et ne peuvent changer qu'une seule fois par an. Ça paraît le bon sens, que les gens ne changent pas tous les 4 matins. En cas de refus du directeur de changer, la décision doit être motivée. Commentaire qu'on pourrait faire à ce moment-là, c'est que est-ce que c'est conforme complètement sur le fond au code de déontologie, que ce soit le directeur qui décide de la possibilité de temps de travail dans la mesure où il y a une élasticité de ce temps. Je les juge, ça paraît discutable. Pour situation de famille, si ça a été pris, donc il y a une possibilité de droit de retour à la quotité initiale. Pour des soins conjoints, enfants à charge ou ascendants, la période d'1 mois peut être suffisante. Et pour des formations à caractère d'intérêt généraux de formation, les 2 mois doivent être respectés. Alors, sujet un petit peu plus discutable. Activité extra-hospitalière privée lucrative à l'extérieur de l'établissement. C'est un dispositif de non-concurrence. Le principe, cette activité ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service. Le praticien qui choisit d'avoir une activité libérale doit prévenir le directeur, au moins 2 mois à l'avance, du lieu d'exercice, avec une interdiction d'exercer dans les 10 km autour de l'établissement public, et après accord de la CME. Le directeur de l'établissement, encore lui, qui a quand même beaucoup de rôle dans ce nouveau texte, peut, s'il constate le non-respect, convoquer le praticien, peut envisager une décision. Le praticien peut choisir un défenseur de son choix, heureusement, un peu de démocratie. Le directeur de l'établissement, encore lui, peut mettre fin à l'autorisation d'exercer du praticien à temps partiel. Il y a la possibilité de recours administratif, ça c'est les lois de la République, c'est un peu normal. Alors, donc on est dans ces 10 km. Alors la question que je me suis posée, c'est 10 km en plein centre de Paris à 6 h du soir, est-ce que ça équivaut à 10 km dans le Limousin à 3 h de l'après-midi? Ça, à mon avis, ça peut se discuter. La première chose, sur ce statut unique, la clause de non-concurrence reste quand même à la main du directeur de l'établissement. Est-ce que ça devrait être le cas? Est-ce qu'on ne va pas avoir une fuite des praticiens hospitaliers hors de l'hôpital dans la mesure où ils n'ont pas la possibilité de consulter à proximité? Parce que si vous êtes obligé de faire 2 heures de trajet pour aller consulter, ça peut devenir compliqué. Ça contrevient clairement à la liberté d'installation, ça c'est clair. Ça peut être considéré comme s'opposer à la liberté prônée du gouvernement d'un exercice mixte, puisque vous n'avez pas la liberté d'installation. Et je crois qu'il faut le citer ici, même si c'est un peu en marge. Il y a par exemple la Fougère, où le centre hospitalier a dû faire appel à des praticiens libéraux pour assurer le fonctionnement de sa maternité. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas venir le public dans le privé, on ne fait pas venir le privé dans le public, mais quand ça arrange, on met les gens où ça arrange. Donc ça, c'est un peu discutable. C'est une remarque personnelle, un petit peu en marge de ce texte de loi, dont je vous laisse juge. La suspension d'activité. Le directeur de l'établissement peut, après avis de la CME, lorsque l'intérêt des services l'exige, suspendre le praticien hospitalier de la continuité des soins. Ça a toujours existé. Les motifs sont disciplinaires ou insuffisance professionnelle. Il n'y a rien de nouveau. La durée maximale de suspension est de 3 mois et le directeur prévient le directeur du CNG et de l'ARS. Il peut y avoir une procédure disciplinaire si le praticien hospitalier n'est pas autorisé à l'issue de cette période. Alors, élément, dispense par le directeur. Le directeur peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins. Ces motifs de dispense sont normalement par un arrêté du ministre chargé de la Santé. Je vous ai mis l'article. Je n'ai pas trouvé le texte de loi. Alors s'il y a quelqu'un qui est très fort en texte de loi, il va peut-être me dire tout de suite, oui, il est là. Moi, je ne l'ai pas trouvé dans le texte. Mais peut-être qu'il existe, ou peut-être qu'il est en cours de rédaction, ou peut-être surtout qu'il est prévu qu'il soit écrit et qu'il ne l'est pas encore, ou surtout il pourrait varier effectivement en fonction des situations. Alors, les activités extra-hospitalières, ça c'est un élément important. Les praticiens hospitaliers peuvent exercer des activités non cliniques et des activités externes au centre ou à l'établissement d'affectation, avec accord du PH, c'est pas un minimum, après motivé du président de la CME, du chef de pôle.
Le temps imparti est proportionnel au temps d'activité du praticien. C'est 2 demi-journées par semaine pour un temps 100%, temps plein, et une demi-journée par semaine pour un temps partiel, c'est-à-dire moins de 100%. Les types de structures sont assez larges, je les ai cités ici, soins, enseignement, recherche, vigilance, travaux d'intérêt généraux, missions, conseils, appui auprès de l'administration publique, privée, etc., à but non lucratif. La rémunération dans cette activité est autorisée. Par contre, élément très important, il doit y avoir une convention entre les établissements. L'activité syndicale, apparemment, ne rentrerait pas dans ce cadre. Les congés peuvent être apportés sur l'année suivante, ce qui apparemment n'était pas le cas. Pour l'instant, c'est quand même pas appliqué partout. Accordés par des directeurs dans une limite de 20 jours sur une période de 15 mois. Au niveau des congés parentaux, il n'y a pas de perte de droit à l'avancement, pas de points à la retraite, ça, c'est pas nouveau. Alors, le droit syndical est garanti. Je ne sais pas s'il était avant dans le texte, mais en tout cas, maintenant, il est garanti. Donc, aucun préjudice ni avantage par rapport à l'engagement syndical. Autorisations d'absence sont accordées par le directeur si le PH est mandaté dans son activité syndicale. La mise à disposition du praticien peut se faire par convention dans une limite de 2 ans renouvelable une fois, c'est-à-dire 4 ans, pour toute activité lucrative, salariée, indépendante, à temps complet ou partiel, avec pour l'activité salariée une quotité de travail minimum de 600 heures par an, et pour les travailleurs indépendants, ont une activité qui est soumise aux cotisations sociales et égale au salaire brut du praticien hospitalier. Les poursuites pénales, il y a eu quand même pas mal de soucis pour l'activité pénale, donc parlons-en ici. La suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure et supprimée. Donc on ne peut plus suspendre un praticien comme ça indéfiniment. Ça avait posé des problèmes déjà antérieurement. L'intéressé conserve le bénéfice de ses émoluments et est remboursé en cas de non-sanction et au-delà de 5 mois de procédure. Toute décision de justice qui lui interdit d'exercer ses émoluments subissent une retenue qui ne doit pas dépasser les 50% de son salaire. Si au bout de 5 mois, il n'y a pas de décision, le praticien reçoit la totalité de ses émoluments. En cas de poursuite pénale, ce sont les décisions judiciaires qui sont définitives, ce qui paraît quand même le bon sens. Alors, quelques commentaires de ceux qui ont été faits, en particulier ce que présente le CNG, sur l'objectif qu'on pourrait penser, ou peut-être qui est l'objectif du texte. C'est une évolution des conditions d'entrée dans la carrière. Ça paraît bien. Un seul statut, un seul concours, avec des règles assez simples. Nouveau statut de PH unique, gestion des situations individuelles, effectivement c'est bien respecté puisque le praticien a un peu plus de largeur ou de possibilités d'activité que ce qui était avant. Mais en particulier le syndicat APH, dont est partie prenante le SYNGOF, s'est prononcé défavorablement de ces réformes statutaires lorsqu'elles avaient été soumises au Conseil supérieur des professionnels médicaux en 2021. Seuls les AFHF et INPH avaient voté, ce qui a permis le passage de ce texte, qui a quand même été un passage en force contre les syndicats majoritaires qui représentaient les praticiens hospitaliers. Alors, il y a au niveau du SYNGOF et d'APH par rapport à ça 4 recommandations qui avaient été faites pour rendre le statut de PH plus attractif. Compensation des 4 ans de perte d'ancienneté des PH nommés avant octobre 2021. Ça, c'est en cours, pour l'instant, ce n'est pas résolu. Réflexion sur le temps de travail exigé d'un praticien hospitalier et de son décompte. Ouverture d'un chantier de la permanence des soins et de sa rémunération de pénibilité, parce que globalement, pour ceux qui font des gardes, vous savez qu'on est passé d'une activité de garde à une activité de temps continu sur 24 heures sur 24, en tout cas dans les grandes maternités. Reportons-nous, mais on en parlera un tout petit peu plus tard, de l'étude Nuit Blanche qui a été sous l'impulsion du SNFAR et par APH, qui a évoqué le sujet. Et introduction d'une réelle démocratie dans la gouvernance hospitalière avec les commissions régionales paritaires, les mécanismes de conciliation, médiation nationale, CNG, ou éventuellement conseil des usagers. Alors, j'ai remis ça par rapport au problème des praticiens hospitaliers. C'est un tout petit peu en marge, mais le texte de loi ne règle pas ce problème. Le vécu des gardes par les praticiens hospitaliers, plus le texte est gros, plus c'est ce que les gens pensent.
C'est tous les âges confondus, entre 35 ans et 65 ans, voire 70 ans. Donc ce n'est pas des jeunes, ce n'est pas des vieux, ce n'est pas des gens entre les milliards, c'est toute la population des obstétriciens qui considèrent ainsi les gardes. Je vous laisse prendre connaissance et juger par vous-même. Et le deuxième problème, c'était la fameuse dispense de la permanence des soins et des gardes, où les critères qui devraient donner lieu à des dispenses de garde sont toujours en fonction de la taille du texte. La taille du texte reporte l'importance pour les gens, et ce problème n'est pas exactement encore résolu par le texte de loi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais me donner la parole tout seul. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il vous plaît. Moi, ce que j'ai vu apparaître, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que ça n'existait pas auparavant. Un PH et PH, s'il s'installe en libéral dans les moins de 10 km, quel que soit son statut, s'il y a un secteur libéral ou non, en fait, il va devoir payer une indemnisation et une amende auprès de l'hôpital. Et la deuxième remarque, mais je crois que ce n'était pas dans ce décret-là, mais les jeunes ne le savent pas nécessairement. Maintenant, un PH, dès qu'il est nommé, peut ouvrir un secteur libéral statutaire tout de suite, si tu confirmes, et ne pas attendre, comme avant, 1 an ou 18 mois avant de pouvoir ouvrir. Alors, à ma connaissance, un chef de clinique pouvait avoir une activité libérale, oui, bien sûr. quand, un chef, quand j'ai oui. commencé. Oui. Et je crois que je ne suis pas sûr en activité tant qu'il n'est pas nommé, mais c'est possible. Maintenant, c'est dès le premier jour. Dès qu'il arrive dans le service, il peut ouvrir, alors qu'avant, il fallait qu'il attende 18 mois. Son année probatoire s'arrête pour avoir le droit d'ouvrir. Aujourd'hui, il peut. Oui, mais effectivement, c'est pas repris dans ce texte de loi, vous avez raison. Voilà. Et puis par contre, ce qui est nouveau, je ne sais pas si c'est dans ce décret-là, mais aujourd'hui, un PH sans secteur libéral, s'il s'installe en libéral, il paye là aussi une amende pour une clause de non-concurrence. Ce qui est nouveau. Avant, un PH, il n'y avait que ceux qui avaient un secteur libéral statutaire qui payaient cette amende. Quand vous parlez de la réflexion sur le temps de travail, vous parlez du passage au temps horaire, au calcul horaire pour les PH, parce qu'actuellement on fait souvent plus de 48 heures semaine. Ça pose problème, même dans les petites maternités. Et du coup, voilà, je voulais savoir si ça allait avancer sur ça, même sur les maternités de moins de 2000 accouchements. Alors, il y a une première réflexion qui a été un petit peu sous la pulsion des anesthésistes, c'est le travail en activité horaire. Certaines maternités, en particulier Strasbourg, ils sont passés en activité horaire. Je pense que, à titre personnel, je vais donner une réponse personnelle. Ce ne serait pas honnête de répondre pour tout le monde. Malheureusement, Pascal ne pourrait pas là, il pourrait avoir un avis un petit peu différent. Mais je crois que le temps horaire est une possibilité de réponse, mais je ne crois pas que ce soit la réponse. Je pense que ce n'est pas parce que vous allez compter, voilà, je suis arrivé à telle heure, je suis parti à 18h30, j'ai donc fait telle heure, je ne suis pas sûr que ça résout le problème, parce que peut-être que vous serez payé pour le temps que vous faites, mais si vous faites 60 heures par semaine, parce qu'au bout du compte, je ne sais pas si ça... Moi, personnellement, je pense que c'est peut-être une amélioration, mais ce n'est pas la résolution du problème. Mon avis est personnel en tant que praticien, un petit peu vieux déjà. C'est qu'on est hors cadre de loi, on fait souvent plus de 48 heures, et normalement c'est interdit par la loi, pour toutes les professions en fait. Si vous êtes en activité horaire, de toute façon, vous n'aurez pas la possibilité de pointer. Si vous êtes au bloc opératoire et que vous n'avez pas fini votre intervention, vous ne pourrez pas vous barrer. Si vous avez les sorties à faire, donc je pense que c'est une clé du problème. Je ne crois pas que ce soit la bonne. Il y avait un exemple, je n'ai pas voulu le mettre dans le texte pour ne pas alourdir, et puis le problème était discutable. C'est qu'avant, un praticien hospitalier ou un médecin des hôpitaux, il avait son service, c'était des petites unités, ils étaient tout seuls. Moi, j'ai travaillé avec des gens, toute petite maternité, très au sud de Tours. Ceux qui connaissent la région sauront où c'est exactement. Eh bien, les praticiens, ils étaient 2, ils assuraient le travail tous les jours, 24 heures sur 24, ils étaient présents. Simplement, le jour où ils voulaient buller, le jour où ils voulaient se reposer, le jour où ils avaient fini sa consultation à 3 heures, ils se barraient. Quand il n'y avait pas beaucoup de consultations, personne ne les emmerdait. Il n'y avait pas le directeur qui allait leur dire « T'as pas fait 250 consultations dans le mois, t'es un fainéant, tu ne seras pas payé » ou alors on te dégage. Ils assuraient le service, ils assuraient une continuité des soins. Maintenant, il y a la continuité des soins, plus l'activité. Si vous ne faites pas assez de consultations, il y a le directeur qui vient, il y a la CAD qui vient compter les consultations, etc. Je crois que le problème, il est autre.
c'est mon avis. Le temps horaire, ceux qui le font, les gens de Strasbourg, sont très contents. Donc peut-être que c'est une réponse. Moi, je ne suis pas, je suis pas convaincu et je reste à convaincre. Mais peut-être quelqu'un me va convaincre. Peut-être. Non, vous êtes trop jeune, vous ne connaissez pas le sud de Tours, c'est pour ça. C'est pas du tout, je vais pas les juger, en tout cas pas négativement bien sûr, mais ils sont quand même plus interchangeables que nous. Hein, ils commencent une prise en charge, des fois on commence une césarienne avec une patiente, avec une patiente, heureusement ça reste la même patiente, avec un anesthésiste, à la fin c'est plus le même qui a terminé. Nous, notre profession fait que c'est difficile de mettre ça en place. Moi j'avais une question à vous poser sur les rémunérations des gardes. Toutes les maternités n'ont pas la même activité, toutes les maternités n'ont pas la même sévérité de prise en charge des patients. Je veux dire, il y a des niveaux 3, il y a des niveaux 2, il y a des niveaux 1, il y a des maternités de 800 accouchements, il y a des maternités de 3000 accouchements. Il n'a jamais été amené la réflexion qu'on pouvait peut-être rémunérer un peu plus les maternités où on passait quasiment toute la nuit debout, ou par rapport, moi je ne suis pas dans une très grosse maternité, je rassure tout le monde, par rapport aux maternités où, bon, grosso modo, il n'y a pas une folle activité, et au total où le travail de nuit est quand même moins important. Ce serait quand même une question qu'il faudrait se poser, parce que c'est vrai qu'il y a une évolution hein, qu'on voit bien arriver avec les jeunes médecins, qui disent ben, moi, continuer à travailler comme ça la nuit, je ne suis pas sûr que je vais continuer. Vous avez tout à fait raison de poser la question. La question a été tranchée par une dame pour ceux qui connaissent les instances, les hautes instances politiques, Madame Toupigné, la question a été posée il y a pratiquement 25 ans. Nous sommes dans une France administrative. Tous les fonctionnaires de l'État ont les mêmes responsabilités, que ce soit la dame qui est à l'accueil ou que ce soit le chirurgien qui va travailler en pleine nuit. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité administrative, sauf modification d'un texte de loi à venir, mais pour l'instant, ça n'a jamais été le cas en plus de 20 ans, la possibilité de dire ceux qui sont dans les maternités de 3000 accouchements, ils vont être payés 500 €, et ceux dans les petites maternités, ils vont être payés 250. Donc ça, c'est pas légal. Donc, je pense que actuellement, dans notre administration, ça ne passera pas. La question, moi je sais que dans les nuits blanches, excusez-moi, il n'y a plus de texte de loi, dans les nuits blanches, il y avait des gens qui envoyaient des commentaires. Moi je sais je pense que c'est une femme obstétricienne qui a mis, lorsque à 2h du matin, toutes les urgences obstétricales de la région reposent sur mes frêles petites épaules, ça pose un vrai problème. Et moi, donc j'ai pas des frêles épaules, mais je peux vous dire, pour tous ceux qui font de l'obstétrique et qui sont sur la garde, lorsque vous êtes à 3h du matin et vous savez que vous êtes le seul recours, il n'y a personne d'astreinte, qu'il n'y a pas de chirurgien de garde, qu'il y en a peut-être d'astreinte qui viendra, etc., et que ça commence à saigner de tous les côtés, vous vous demandez ce que vous faites là. Et ce n'est pas le salaire que vous allez attendre le lendemain matin. Je pense que vous préféreriez avoir quelqu'un pour vous épauler. Et maintenant... Je crois que ce décret ne rentre pas, n'améliore pas ça. Et la question que vous posez est intéressante. Je pense qu'ici, il y a des gens qui connaissent bien les choses, mais est-ce qu'on a des moyens de levier ? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois que c'est bien de poser la question, mais le texte de loi ne répond pas à cette problématique. C'est une problématique médicale administrative des hôpitaux qui donne un pouvoir au directeur, qui donne un pouvoir aux praticiens, mais qui ne règle pas les problèmes des salaires ni des responsabilités. Voilà la réponse que je peux faire, mais peut-être que quelqu'un a une réponse plus construite. Y a-t-il encore des questions ? Ah bah oui, je crois qu'il est temps. Non, je t'en prie. Merci beaucoup. Bonsoir, on arrive en fin de journée, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être très long, je ne vous présenterai pas de diapositives. Mais il était important qu'en ce début de 2023,
on puisse faire le point, que je puisse vous exposer quels sont nos chantiers en cours. Alors, le Saint-Goff est aujourd'hui le principal et presque seul syndicat de la profession, et il coordonne à la fois des actions, vous les avez entendues, dans les hôpitaux publics, dans l'obstétrique libérale et dans la gynécologie médicale. Donc dans chacun de ces domaines, nous avons des actions pérennes et que nous suivons année après année avec le principal objectif qui est d'aider les consoeurs et les confrères, mais les consoeurs deviennent de plus en plus nombreuses, à faire ce merveilleux métier qui est le nôtre, quel que soit l'endroit où il le fait. Et surtout, c'est le premier point fort que nous avons maintenant depuis quelques années, mais qui a encore pris des dimensions importantes. Nous voulons protéger les confrères et les consoeurs pour les menaces dont ils font l'objet, menaces dans leur pratique quotidienne, les accusations de violences gynécologiques au moindre examen est un fait brut. Il peut s'analyser de multiples façons. Notre principale analyse n'est pas de refuser les choses, de dire que nous sommes au-dessus de toute critique, mais de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et le point clé, celui qui nous paraît au centre des choses et qu'il nous faut absolument améliorer, le collège fait un module dans ces séances, c'est le recueil du consentement des patientes. Rien ne doit se faire sans que la patiente qui est en face de nous consente à ce qu'on va lui proposer. Ceci, c'est vrai en théorie, mais ça doit l'être totalement en pratique, quelles que soient les circonstances. Et Didier Leget, dans les premières interventions que l'on a eues cet après-midi, nous a expliqué comment on pouvait aussi faire face à un refus de soins, soit qu'ils viennent de nous ou de la patiente. Mais toujours, ça doit être fait après un échange avec nos patientes. Et donc, nous allons agir au maximum pour que cette nécessité de consentement reçu de la patiente soit la première chose à laquelle, quand on rencontre une patiente, nouvelle ou pas, on pense pour que tout ce qu'on va lui proposer, dans son intérêt, eh bien, elle le comprenne. Et naturellement, si c'est bien expliqué, si on a raison, elle va l'accepter. Et on n'aura plus de violence gynécologique. Bien sûr, il y aura toujours des cas extrêmes, mais je crois que si on se tient à ça, nous pouvons totalement transformer notre image. Et nous en avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand je m'interroge, c'est mon dernier point sur ce sujet, et que j'interroge les jeunes femmes autour de nous, quelle est l'image de la gynécologie obstétrique? C'est pas brillant. Honnêtement, on ne fait plus partie des héros que moi, quand j'étais jeune, je pensais pouvoir devenir. J'avais un idéal. Et cet idéal-là, aujourd'hui, les jeunes générations, les gynécologues obstétriciens, sont plus des oppresseurs que des sauveurs. C'est ça qu'il nous faut changer. La féminisation de notre profession, aujourd'hui, notre profession dans les moins de 40 ans est aux 3/4 féminine. Et donc, elle est avant tout dans le public, mais ça arrive aussi dans le privé. La pyramide des âges nous l'enseigne. Donc, c'est ce monde de demain qu'il faut absolument bâtir, et il sera bâti par les femmes. Mais ne nous leurrons pas, les femmes sont aussi vécues, on l'a vu récemment, comme des oppresseurs quand elles sont gynécologues. Donc, c'est pas si simple que ça, mais ça, c'est une de nos actions phares. Celle qui est actuelle dans le monde libéral, c'est la convention médicale. On est en train de revoir de fond en comble, on le fait tous les 5 ans, dans le monde libéral, les règles qui nous permettent de fonctionner avec l'assurance maladie. La convention régit
la manière dont nous allons être payés de notre activité et comment aujourd'hui, au-delà du paiement, comment on organise notre médecine libérale, à la fois spécialiste et généraliste. Et on est au cœur d'un plein changement dans la tourmente dans laquelle nous sommes, où on le dit suffisamment, le monde médical s'effondre, les bases anciennes se fissurent et les choses sur lesquelles on croyait le plus, eh bien, elles disparaissent. La confiance dont je parlais tout à l'heure, ça en fait partie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les négociations de la Convention s'engagent. Elles s'engagent, vous l'avez entendu, par les médias, de manière pas du tout sereine, puisqu'on devait démarrer début novembre, et après quelques séances, parce que des préalables simples, des règles du jeu claires ne sont pas édictées, dont la capacité à rentrer en secteur 2 quand on s'installe, eh bien, nous n'avons pas démarré. L'assurance maladie essaye de nous proposer des programmes de discussion sur des points de détail, mais l'essentiel, le gros, n'est jamais abordé. Donc aujourd'hui, à nouveau, nous sommes, alors c'est un peu un jeu de rôle, mais c'est important, dans un moment de break, où l'assurance maladie essaye de nous faire accepter, selon son cahier des charges, son plan. Et nous voyons passer à l'Assemblée nationale la loi RIST qui autorise des non-médecins à faire du diagnostic médical, à traiter en primo, en première intention, avec la seule condition d'appartenir à une structure de coordination des soins, une CPTS, quand on sait que ce qu'est une CPTS, ça n'assure aucune coordination effective, ou il y en a quelques-unes, mais très rares. Donc c'est loin d'être une preuve que le médecin va pouvoir contrôler cela. Et donc, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Et aujourd'hui, on nous demande de dire oui, car les deux assemblées sont prêtes. Les politiques aujourd'hui, que ce soit dans l'Assemblée du Sénat ou chez les députés, sont prêtes à voter ce genre de solution qui paraît, vu de loin, peut-être améliorer les choses, mais quand on rentre dans le détail, pose plus de problèmes que de résoudre l'accès aux soins partout sur le territoire. C'est beaucoup plus complexe. On n'a pas trop la solution, mais aujourd'hui, nous avons l'impression d'être mis en accusation, puisqu'on n'est plus les héros, comme je l'ai dit. À l'inverse, nous sommes des oppresseurs, ceux qui sont vus comme étant ceux qui s'opposent à ce que l'on ait un accès aux soins pour tout le monde, partout sur le territoire. Sauf qu'on nous a limité le nombre, que les jeunes dont je parlais tout à l'heure, qui est notre avenir, eh bien, ne viennent plus. Et quand ils tentent de faire des études, aujourd'hui, c'est vrai, c'est chez les sages-femmes, entre autres, eh bien, la moitié, pratiquement, d'une promotion ne termine pas sa première année dégoûtée par les conditions dans lesquelles qu'on leur propose pour travailler. Donc, ces métiers ne sont plus attractifs. La gynéco-obstétrique, encore moins, puisqu'elle a une mauvaise image. Elle a des charges très importantes, une pénibilité importante que nous avons assumée pendant des années, mais que les jeunes, et on le comprend bien, ne veulent plus assumer dans ces conditions-là, et surtout dans les conditions donc, humaines de temps de travail. Les internes le disent éternellement. Henri Marais nous a tout à l'heure parfaitement dit qu'il fallait faire attention au temps de travail de nos plus jeunes confrères et consoeurs. Vous voyez, on disait ça déjà de nous quand nous étions internes. Il va falloir qu'on fasse attention. Ouais. Mais on en est toujours à la même chose et on est 40 ans plus tard. Donc, sauf qu'aujourd'hui, les internes disent, puisque vous ne faites plus attention, on vous emmène devant les instances européennes, etc. Donc, ils mettent une pression qu'on n'avait jamais mise. Nous, finalement, on s'était laissé parfaitement faire parce qu'on aimait notre métier, parce que voilà, c'était à ce moment-là ce que nous avions choisi de faire. Mais ça, c'est fini. Donc, tout s'effondre.
Et donc le SINGOF, nous coprésidons le premier syndicat des médecins spécialistes libéraux de France, Avenir Spé le Bloc, dont j'assure la coprésidence. Et nous sommes très attentifs à ce que le travail des spécialistes, et particulièrement les nôtres, dans les conditions difficiles que vous connaissez tous, soit respecté. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être en position de force. Donc on est dans un moment difficile de la bataille où on essaye de nous mettre la tête sous l'eau, mais on a pris largement notre respiration, et à l'inverse, on va aller taper des pieds sur le fond et on va remonter plus fort. Donc attendez-vous à ce que ça secoue un peu ce printemps, y compris dans le monde libéral. Voilà donc notre état d'esprit à ce moment, pour que l'on puisse déboucher sur des conditions les plus attractives pour les jeunes générations, d'une part, et d'autre part pour que nos métiers de la naissance, celle des sages-femmes, celui des sages-femmes, celui des gynécologues, des obstétriciens, eh bien, puissent retrouver une envie de travailler ensemble et puissent redéfinir les contours chacun de leurs exercices dans une bonne entente pour le maximum de services pour nos patientes, pour les femmes en France, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur lieu où elles habitent. Car nous avons la chance d'habiter un très grand pays, mais où les différences d'exercice varient énormément entre les lieux où vous exercez. C'est un challenge fantastique, mais un seul règlement ne peut pas résoudre tout. Et donc aujourd'hui, une de nos positions est de dire qu'il faut des modulations. Alors on est un pays colbertien où tout doit venir du haut, et c'est le même, au nom de la sainte égalité, le même traitement pour tout le monde. Je pense que le traitement, il doit varier en fonction des gens à qui on a affaire, l'endroit où ça se fait, mais le résultat doit être le même. Tout le monde doit pouvoir être pris en charge dans les meilleures conditions. Et ça, ce n'est pas en appliquant les mêmes règles partout en France. Il va falloir obtenir d'avoir plus de souplesse, aussi bien dans le monde hospitalier que dans le monde libéral, dans nos organisations, parce qu'il n'y a pas une solution pour que ça fonctionne. Voilà notre grande idée, être résistant, être combatif et être solidaire. C'est la dernière chose sur laquelle je veux m'ouvrir aujourd'hui. Je pense qu'il nous manque dans notre profession un esprit solidaire, et là c'est une idée que je lance. J'aimerais qu'on trouve une sorte d'hymne solidaire pour que l'on puisse se reconnaître, se phaser, pour que nous soyons tous dans le même sens vis-à-vis de ce qui nous oppresse, de ce qui nous empêche de faire notre métier de médecin dans les conditions que nous imaginons être les meilleures. Et c'est quand on est tout seul dans la difficulté, quand ça saigne de partout, comme le disait Pascal, que l'on aimerait bien qu'il y ait de la solidarité qui soit naturelle. Eh bien, nous, dans nos conditions de travail, dans notre manière d'exercer, le syndicat souhaite être ce cœur de solidarité pour qu'on parle tous d'une voix identique, et surtout que quand certains faiblissent, eh bien, il y a quelqu'un à côté d'eux pour les soutenir. Et c'est ça ce que le SINGOF au quotidien fait. Et ceux qui ont pu en bénéficier, quand ils nous ont fait signe dans leurs difficultés, quand nous les avons aidés, ils savent ce que le syndicat veut dire. Et donc ça, c'est le take-home message de Michael. Je vous dirais, le SINGOF est là pour être solidaires tous ensemble, pour que quand vous êtes en difficulté, vous ayez quelqu'un à côté de vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que tu souhaites qu'il y ait des questions? S'il y a des questions, je répondrai bien volontiers en public ou en privé, bien sûr. Mais
Donc c'est pas compliqué. Pour adhérer au Saint-Goff, ça se fait facilement sur Internet. Et on a un stand au 3e étage où nous vous recevons avec plaisir pour vous expliquer tout ce que vous avez à gagner, à venir nous rejoindre.